Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous nous entendez bien? J'espère. Oui, dans le chat. Bonjour à tous. Ça, c'est toi. Comme toujours, vous avez un chat. Hein. Voilà, vous nous entendez bien? Très bien. Merci, Ariane. Donc, vous avez un chat hein, et vous pourrez poser vos questions pendant le séminaire, mais on attend encore un petit peu que les gens arrivent. Oui, vos questions, ça sera via l'onglet questions. Voilà. Et les éléments de logistique ou autres, c'est dans le chat. Voilà. Comme aujourd'hui, bonjour à tout le monde. Thomas, on attend encore 2-3 minutes, c'est ça? 20 secondes. 20 secondes? Ah. Bon, on y va? À quelques secondes. OK. Donc, je répète pour tout le monde. Donc, vous avez le chat pour poser éventuellement s'il y a quelque chose que vous n'entendez pas bien ou voilà. Et puis, si vous avez des questions, je vous remercie de les poser dans l'onglet qui est juste à côté, dans le bas de la frame, au niveau de votre écran. Vous avez la partie questions, d'accord? Pour qu'il y ait un peu d'interaction et d'interactivité. Mais je pense qu'après 2 ans de Covid, tout le monde a un petit peu l'habitude désormais de ce format. Est-ce qu'on considère que c'est bon? Oh oui, je pense qu'on peut y aller. Ok, donc eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui va concerner le sujet de la mobilité des personnels de recherche vers l'entreprise dans le cadre du Code de la recherche. Donc, accompagner des projets de création d'entreprise, devenir le dirigeant, participer à des organes de gouvernance de l'entreprise. On va donc aborder ces différents points. Donc, on a, je vais rapidement les présenter, Maria St. James, qui est donc juriste corporate au sein de la Southwest Valorisation. On a également, et évidemment, je leur remercie tous de participer à ce webinaire. Donc, Olivier Guilloux, qui est vice-président valorisation au niveau de l'INSA de Rennes, qui est également un chercheur qui s'est impliqué dans une création d'entreprise via un des dispositifs, et donc il pourra répondre à certaines de vos questions là-dessus. Et il est également membre de la commission interrégionale sur la partie déontologie, dont on vous présentera un petit peu ses modalités. Et on a également Frédéric Jacquemin, donc, qui est vice-président valorisation de Nantes Université, et également membre de cette même commission. Donc voilà. Donc, juste sur le principe, on va vous faire une petite présentation des principes et on va avoir des interventions d'Olivier et de Frédéric hein, sur à la fois les modalités de fonctionnement de la commission, mais aussi de l'illustration sur comment le chercheur qui s'inscrit dans un des dispositifs l'a vécu, par exemple, n'est-ce pas, Olivier? Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. N'hésitez pas à les écrire, comme ça je les prendrai. Et puis, si c'est adressé à une personne en particulier, n'hésitez pas à le dire, comme ça soit les collègues arriveront à le lire, soit je leur tirerai la question. Voilà. Voilà. Aura-t-on la copie des supports Ronan, oui, je crois qu'on va pouvoir vous l'envoyer ou la mettre à disposition. C'est bien ça, Thomas? Oui, on envoie aux gens, c'est ça? oui, je confirme. Super. Voilà. Donc, première question, comme vous pouvez le voir, hein, elle apparaît. Voilà. Merci pour le test, hein, Ronan. On dirait qu'on a fait ça exprès. Voilà. Marianne, c'est à toi de jouer, je suppose. Oui, je prends la main, pas de souci.
Rebonjour à tous. Euh, on a souhaité vous parler en fait de la mobilité des chercheurs en entreprise, que c'est un sujet sur lequel on est beaucoup occupé, la SAT. Et on se rend compte en fait que les dispositifs sont pas tous connus de tout le monde. Et en plus, on a récemment eu des changements législatifs qui font que ces dispositifs se sont élargis. Il y a plus de possibilités. Donc, je pense qu'au niveau timing, c'est le bon moment pour vous en parler. Donc, pour commencer, je veux vous présenter les 3 dispositifs du Code de la recherche. Euh, et le premier dispositif qui est intéressant pour un chercheur, qui n'est pas le plus connu et pas le plus utilisé, c'est le dispositif pour devenir dirigeant ou associé d'une entreprise, que ce soit une entreprise en création ou une entreprise existante. Euh, donc là, je vous ai résumé en fait les points principaux pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. La première condition importante, c'est qu'il y ait une valorisation de travaux de recherche et d'enseignement. La notion d'enseignement, c'est justement un des derniers changements législatifs, donc c'est un élément intéressant qui permet d'élargir le dispositif. Donc, nous, à la SAT, pour l'instant, on est plus habitués à la notion de valorisation de travaux de recherche. Et donc, sur la question de valorisation de travaux de recherche, bah, typiquement, s'il y a un logiciel, un brevet, un savoir-faire qui va faire l'objet d'un contrat de valorisation que la SAT va passer avec une entreprise, à ce moment-là, si un chercheur souhaite créer une société basée sur ses travaux, eh bien, il y a ce dispositif qui est prévu pour cela. Il doit demander une autorisation à la commission de déontologie et à son établissement. Enfin, ça, je vais vous le détailler. Et il peut bénéficier de ce dispositif, qu'il soit inventeur ou pas, des travaux en question. Ça aussi, c'est une nouveauté. Donc, c'est un dispositif qui s'est vraiment élargi dernièrement et je pense que ça peut du coup donner de l'imagination, par exemple, à des jeunes chercheurs qui ne seraient pas forcément inventeurs d'un brevet, mais qui aimeraient se lancer dans cette aventure. Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de limitation à la participation au capital, et ça peut se faire selon 2 modalités, la mise à disposition ou le détachement. Alors après, le dispositif le plus connu, le plus employé en fait par les chercheurs, pour vous dire, en fait, le dispositif de dirigeant que je viens de vous présenter, alors moi, ça fait à peu près 4 ans que j'ai ce type de dossier. Hein, et le dispositif dirigeant, j'en avais jamais eu et j'en ai 3 cette année. Donc, je sais pas si c'est un nouvel engouement ou si c'est le hasard, mais en tout cas, moi, de mon côté, j'en ai 3 nouveaux dossiers. Au niveau du concours scientifique, bah, ça, par contre, j'en ai tout le temps des dossiers de concours scientifique. Si je peux illustrer, Marianne, c'est que les chiffres nationaux, globalement, depuis la loi sur l'innovation qui date de 99, de 1999, c'est autour de 80 à 82% des chercheurs choisissent le dispositif que vous avez ici, que va détailler Marianne. Donc, le concours scientifique, c'est entre 10 et 12% pour le premier, c'est-à-dire la personne part en tant que créateur de l'entreprise. Et le reste des pourcents, donc autour de 4, 5, 6%, le troisième dispositif. Voilà. Donc, très majoritairement, c'est le concours scientifique. Oui, alors, moi, je me l'explique assez bien. C'est aussi que le dispositif de concours scientifique, c'est un dispositif qui est plus intermédiaire parce que le concours scientifique, c'est quoi? C'est en fait de conseiller l'entreprise ou de participer dans certaines fonctions d'entreprise, mais tout en restant chercheur dans son établissement. Donc, ça ne va pas aussi loin, évidemment, que d'être dirigeant ou associé détaché. Hein. Donc forcément, ça permet de mettre un pied dans l'entreprise tout en restant dans le monde de la recherche. Donc, on comprend aisément pourquoi c'est le dispositif qui est le plus utilisé actuellement. Hein. Oui. Voilà. Marianne, il y a une question de Stéphane qui nous demande s'il est possible d'associer une filiale ou un centre technique à la création d'une start-up et si oui, comment? Je pense qu'on peut lui répondre que oui, hein, il n'y a pas de. Dès l'instant où en tout cas sur le dispositif,
Dès l'instant où les personnels sont issus de la fonction publique, fonction de recherche publique, hein, ça fonctionne. Bah, en fait, c'est quoi la question? C'est est-ce qu'il peut faire son concours scientifique auprès de la filiale ou je suis pas sûr de la question. Euh, En fait, moi pour l'instant, j'ai pas eu le cas. J'ai eu à chaque fois qu'une start-up. La question est, est-ce qu'il est possible d'associer une filiale ou un centre technique à la création d'une start-up? Je pense que oui. On peut toujours avoir des filiales ou des centres techniques qui participent à des créations d'entreprises, des start-up, qui peuvent être en recherche publique. Je pense que ce n'est pas tout à fait sur le dispositif la question, c'est plus général, je crois. Je pense que oui aussi. Après, là, je suis pas spécialiste de cette question, mais je pense que oui, a priori. Okay. Voilà. Et puis, il y a déjà une petite question en avance. Alors, voilà, je souhaite créer une start-up en tant qu'enseignant-chercheur, mais je souhaiterais associer. Ça, c'est possible, Stéphane. Donc, je repose la question. Hein, c'est typiquement, je souhaite créer une start-up en tant qu'enseignant-chercheur, mais je souhaiterais associer un centre technique. Ça, c'est plus dans le montage le montage de l'ingénierie. Oui. Au niveau de la SAT, on voit ça. C'est un peu moins sur l'association et la mobilité du personnel. Si par exemple, vous souhaitez créer une entreprise, ça va être dans le montage qu'on va le discuter. C'est-à-dire que nous, au niveau de la SAT, on va travailler avec le centre technique et avec vous-même, mais il faut voir ce que les gens apportent dans le pack d'associés. Il faut voir si les centres techniques ont le droit légalement de devenir associés d'une start-up. Ça dépend de leur statut, effectivement. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de regarder cette question, hein, je le reconnais. Je n'ai pas traité de dossier avec des centres techniques. Donc, en fait, il faut voir si dans les statuts des centres techniques, c'est possible. Voilà. OK. Alors, j'essaie de garder quelques questions pour un peu après en fonction de l'ordre du jour. Oui, je continue peut-être, Cyril. Donc, sur le concours scientifique, donc, comme sur le dispositif de dirigeant, il faut qu'il y ait valorisation de travaux de recherche. De même que les travaux peuvent être réalisés ou non par le personnel et qu'il y a la mise en place d'un contrat de valorisation. Donc le contrat de valorisation, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué ça tout à l'heure, en fait, j'y repense. Donc ça peut être une licence de logiciel, une licence de brevet, une licence de savoir-faire. Donc voilà, ce contrat-là, c'est l'ASAT qui le prépare. Hein. Et donc il y a une limitation importante sur le concours scientifique, c'est que la limitation de participation le personnel ne peut pas être à plus de 50% dans un concours scientifique de son temps global. Il n'y a pas de limitation capitalistique. Par contre, parce que donc, quand on fait un concours scientifique, on peut aussi participer au capital de la société. Et puis, pour tous ces dispositifs, c'est pour une durée de 3 ans, renouvelable jusqu'à une limitation de 10 ans, une durée totale de 10 ans. Et le dernier dispositif, c'est le dispositif de lorsqu'un chercheur veut apporter ses conseils dans le cadre d'un organe de direction d'une société commerciale, un comité stratégique, un CA, et donc il peut le faire via l'article L531-12 du Code de la recherche. Et là, c'est plus large parce que ce n'est pas assis sur un contrat de valorisation, contrairement aux deux autres dispositifs. Là, en fait, il faut juste que l'entreprise favorise la diffusion des résultats de la recherche. Moi, j'ai essayé d'imaginer un exemple. Par exemple, il y a le chercheur publie un article et certains résultats sont utilisés par l'entreprise qui sont des résultats qui ne sont pas protégeables. Et donc, l'entreprise peut tout à fait les utiliser dans le cadre de sa stratégie et donc être de ce fait-là intéressé d'avoir des conseils du chercheur dans la stratégie de l'entreprise. Sur ce dispositif-là, là, moi, j'ai eu un dossier l'année dernière. C'était notre premier, enfin là, moi, à titre personnel, c'était mon premier dossier. C'était le premier dossier depuis 4 ans à la salle, je pense. Voilà, ça a bien fonctionné. Et là, c'était typiquement un chercheur aguerri qui avait déjà fait des concours scientifiques, qui ne pouvait pas consacrer un temps, n'était pas suffisamment disponible pour faire un concours scientifique, mais pouvait quand même
garder de la disponibilité pour être aux organes de direction. Et donc, ce dispositif était tout à fait adapté. Et c'était quelqu'un qui, par ailleurs, n'était pas inventeur des résultats en question, mais qui avait une connaissance du domaine, une grande connaissance du domaine, quelqu'un de très expérimenté. Donc là, je pense que voilà, ça va sûrement être intéressant pour la startup qu'on accompagne, parce qu'en plus, cette startup, elle a cette personne-là dans ses organes de direction, et en plus, elle a de concours scientifiques. Donc, vous voyez, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on peut combiner, selon les personnels, dans une même équipe, on va pouvoir combiner les dispositifs. Là, c'est ce que là, j'ai un autre dossier où c'est ça, on combine, il y a une personne qui veut être dirigeante, une autre qui veut être en concours scientifique. Alors après, bon, faut aussi que ça soit possible pour l'entreprise parce que ça peut avoir un coût aussi, hein, bien sûr. Et donc là, pour ce dispositif, il y a une limite de participation au capital, par contre, par rapport aux autres dispositifs, qui est de 32%. Et il y a une limitation de participer à maximum 32% des droits de vote, mais c'est pas mal déjà. Et ce dispositif, il a été ouvert aussi par la loi parce qu'avant, on ne parlait que membre des organes de direction d'une société anonyme. Voilà. Alors que les startups, la plupart du temps, elles sont créées sous forme de SAS. Donc on avait un petit problème quand même. Donc c'est bien que c'était adapté. Voilà, donc ça c'est pour les trois dispositifs du Code de la recherche. Il y a un dispositif à venir qui va pas être, je ne crois pas que ça va être légiféré dans le cadre du Code de la recherche, je n'ai pas encore l'information. C'est le dispositif CIMEC. C'est un dispositif qui est en préparation pour le mois de septembre, a priori septembre 2022, et on a pu assister à une présentation du ministère en avant-première avec quelques autres personnes. Et donc ce dispositif, je pense qu'il va être assez intéressant. Le but, en fait, c'est de développer un projet de recherche dans une entreprise qui va accueillir un chercheur. Oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les autres dispositifs concernent les personnels de recherche au sens large. Ce n'est pas uniquement les chercheurs et enseignants-chercheurs, alors que ce dispositif devrait concerner uniquement les chercheurs et enseignants-chercheurs. Et l'accueil du chercheur se ferait via une MAD, et il y aurait une subvention de l'État de 20 K € à l'entreprise. A priori, ça va être la MRT qui va gérer ce dispositif, et ce qui, je pense, va être très incitatif, c'est qu'il n'y aura pas de processus de sélection au départ pour lancer le dispositif. Donc, à mon avis, à bien veiller là-dessus. Et ce dispositif ne devrait pas relever de la commission de déontologie dont on va vous parler. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, parce qu'on a tout. Ce que vous pouvez retenir, c'est un petit peu un inverse d'une thèse CIF, c'est que c'est un chercheur en entreprise, ça serait géré par la même structure qui est la NRT. Il y aurait aussi une subvention octroyée à l'entreprise. Vous voyez, c'est un peu pareil, sauf que vous êtes à mi-temps et pas à plein temps, et qu'évidemment, ce n'est pas un thésard, c'est plutôt un chercheur. Voilà. Mais que c'est dans le sens inverse, un petit peu. OK. Alors, comment on met en œuvre ces dispositifs? En fait, le chercheur va monter un dossier avec la SAT. La SAT a des dossiers types. Juste, Marianne, quand Oui. on parle de la SAT, si jamais ce n'est pas la SAT qui s'occupe du dossier, ça fonctionne évidemment de la même manière pour les personnels du CNRS ou de l'INSERM, ou voilà, vous substituez la SAT par le service de valorisation de l'organisme dont vous êtes l'employeur. Voilà, c'est juste pour préciser. On focus SAT par commodité, mais le dispositif dont on parle, c'est national globalement. Il y a juste la spécificité de la commission qui est au niveau de tous nos universités, mais je pense que tu vas le détailler, Marianne. Complètement. Complètement. En fait, le chercheur va monter son dossier, donc effectivement, soit avec la SAT s'il relève de la SAT, soit avec son employeur national si c'est un employeur national, parce que c'est ça l'idée. Et le dossier va être ensuite soumis pour avis à la commission de déontologie, et ensuite il y aura une autorisation de l'établissement. Et ce que nous avons fait, ce que nous avons travaillé en fait avec les établissements avec lesquels nous sommes liés par convention, par une grosse convention qui s'appelle la convention de coopération. Vous voyez là les 19 établissements.
on a travaillé ensemble à créer, suite à un changement législatif, parce qu'en fait, avant, on avait une commission nationale de déontologie, et cette mission d'évaluer la déontologie des dossiers dans le cadre du Code de la recherche, maintenant, a été redescendue, si je puis dire, aux établissements. Et nous étions en veille de ces nouveaux textes. Et dans le cadre de cette veille, en fait, on s'est rendu compte que ça pouvait être intéressant euh, pour toutes les équipes, tous les chercheurs, de créer une seule commission de déontologie. Bah, peut-être, Monsieur Jacquemin, vous pouvez peut-être en toucher deux mots. Le micro. Est-ce que ça Le marche? micro, Frédéric. Ouais, on vous entend pas. Ouais, ton micro est coupé, Frédéric. Je le vois sur le. Thomas, est-ce que tu peux l'activer à distance? Non. Bon. Bah, peut-être si jamais ça revient, c'est pas grave, on rebouclera. Oui, mais c'est pas facile, c'est vrai. Thomas essaie de régler. Ouais, ah oui. Thomas on vous envoie une demande et à vous de l'accepter, en fait. Voilà. Non, ça marche pas. Bon. Ben, tant pis, je vais continuer donc sur la commission de déontologie. Donc, je voulais juste vous dire en fait que on a créé une commission pour tous les établissements, ce qui permet d'avoir une seule voix pour les avis qui sont donnés sur les dossiers. Et donc, cette commission, on la veut neutre, agile et rapide. C'est l'objectif. Et il y a, en fait, on a nommé 3 membres par campus qui représentent toutes les fonctions qu'on a estimées importantes pour regarder ce type de dossier. On a, dans le cadre de cette commission de déontologie qui se réunit tous les mois au fil de l'eau en fonction des dossiers. Marianne, je pense que ça marche. Ah Oui, bah, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne marchait pas, mais bon, j'ai dû relancer. Alors, peut-être que je peux dire quelques mots, Marianne, par rapport au slide juste avant, peut-être, celui où vous aviez oui, très bien. les mots un peu clés. Oui, voilà. Et puis, voilà, celui-là. Cette commission de déontologie, Marianne l'a déjà abordée, c'est une commission qui rassemble finalement des représentants politiques des services recherche, valorisation, innovation des établissements, mais également des référents de déontologie et voire des représentants des ressources humaines, parce qu'on a parlé initialement du lien avec le fait que l'établissement employeur devait accepter finalement la mise à disposition ou le concours scientifique. Donc c'est une commission qu'on réunit à façon, ça permet de répondre peut-être à une question qui est dans le chat, c'est-à-dire qu'on a une vraie agilité en fonction des dossiers qui arrivent à la SAT, on est en capacité de réunir la commission de déontologie pour donner une réponse rapide. Alors une réponse rapide, bien entendu, nous, dans notre commission, on donne un avis, et après c'est l'établissement qui prend la décision finale, mais on essaye d'accélérer le process et finalement de se réunir à façon en fonction des dossiers qui se présentent. Le fait que la commission de déontologie couvre également les 2 régions, ça nous permet finalement, par exemple, si un dossier arrive de Nantes Université, ça me permet à moi de ne pas donner un avis direct d'expertise du dossier et d'avoir l'avis de nos collègues en toute objectivité finalement. Et puis on est dans une commission de déontologie qui couvre des domaines disciplinaires très variés parce qu'on associe beaucoup d'établissements. Donc ça c'est une force finalement de cette commission de déontologie qui est finalement à votre service. Hein. L'idée, c'est d'avoir de l'agilité, une forme de neutralité, bien entendu, parce que, comme je vous l'ai dit, en couvrant les 2 régions, sur la région Pays de la Loire, on va plutôt avoir un examen de nos collègues bretons et vice-versa. Et puis, on essaye d'aller véritablement dans une démarche qui vous permet d'avoir une réponse assez rapide, même si la fin du process dépend des services RH de vos établissements respectifs. Donc voilà très rapidement sur cette commission de déontologie qui est à votre service finalement
et qui est finalement dans une démarche de réalisation de votre projet. Voilà, Marianne. Oui, bien sûr. Juste, je me permets une petite intervention parce qu'il y a une question de Mathieu qui nous dit le CNRS n'apparaît pas. Et donc la réponse que je lui ai faite, c'est non, celle des organismes, en gros INSERM, CNRS, d'autres, hein, INRAE ou d'autres, car ils le gèrent au niveau national. C'est ce qu'a dit Frédéric. Hein. Là, on a mis en commun un petit peu, hein, Frédéric, les forces, parce qu'il n'y a pas non plus 40 000 dossiers, hein, pour chacun des établissements. C'est un peu particulier comme expertise, comme le disait Frédéric, et on a mis les forces en commun, d'où cette comité interrégional, par contre, qui fonctionne pour ceux où on a mis le logo. En gros, ce sont les établissements, on va dire sur la partie locale, hein, établissements de recherche et d'enseignement supérieur de nos deux régions, HU compris. Par contre, pour les organismes nationaux, bah, ça, c'est géré directement par une commission de déontologie qu'ils ont mis en place. Donc, ce que vous pourrez supposer, c'est qu'ils auront, le dossier sera examiné par, comment dire, le service dont vous dépendez si vous êtes, par exemple, salarié du CNRS. Par contre, les modalités qu'on vous propose, les trois sont les mêmes. D'accord, hein, ça c'est la même chose. Donc, effectivement, les dispositifs du Code de la recherche sont les mêmes pour tout le monde. Par contre, effectivement, voilà. C'est l'examen du dossier et le montage du dossier qui varie. Voilà. Il y a une question de Sylvie qui nous demande, est-ce qu'un enseignant-chercheur travaillant dans une unité INSERM doit avoir l'autorisation de l'INSERM en plus de la commission de déontologie Bretagne-Pays de la Loire? Non. Il doit avoir l'autorisation de sa commission de déontologie INSERM et, in fine, l'autorisation de son employeur. Voilà. Donc, c'est avec l'INSERM qu'il doit avoir ça, en fait. S'il est employeur, INSERM. Voilà, s'il est employé INSERM. Mais si c'est un enseignant-chercheur qui est employé d'une université, ça dépend bien de cette commission-là, même s'il est dans une unité INSERM. Exactement. Exactement. J'espère avoir répondu à la question, Sylvie. Oui, c'est la responsabilité employeur, finalement. Voilà, en gros, c'est l'employeur. Donc, en gros, si c'est un organisme de recherche, ça sera la commission de l'organisme de recherche. Si c'est dans les établissements, universités, écoles qu'on vous a mis ici et CHU, normalement, c'est cette commission-là qui traite, quelle que soit l'unité mixte dans laquelle vous êtes. Voilà. Oui. C'est la responsabilité de l'employeur qu'ils ont un peu mis en commun sur, comme l'a dit Frédéric, hein, on va le redire, mais c'est toujours l'employeur qui donnera le go au final. Mais l'avis consultatif, c'est cette commission interrégionale qui le fait. Voilà. Oui, exactement. Je passe un peu, juste pour vous réexpliquer donc comment ça se passe en fait, la procédure générale en fait, ce que je vous ai un petit peu évoqué. Donc, quand vous êtes intéressé par l'un de ces dispositifs, vous saisissez votre établissement plus la SAT de votre demande. La SAT, évidemment, je vous présente la SAT, mais sinon, vous constituerez vos dossiers avec votre établissement national. Nous constituerons le dossier avec vous. Nous avons des dossiers types et c'est aussi un des intérêts d'avoir travaillé sur cette commission birégionale, c'est qu'on est un groupe de travail interétablissement et on a travaillé à des dossiers types par dispositif qui permet d'avoir un type de dossier et du coup, ça permet une rapidité d'avoir un seul type de dossier par dispositif. Et donc, une fois que le dossier est constitué, on transmet le dossier à la commission de déontologie au moins 15 jours avant la session de la commission. La commission évalue, donne un avis. L'avis, comme indiquait Frédéric Jacquemin, ne lie pas l'établissement. L'établissement autorise ou refuse le dispositif, la mise en place du dispositif. Voilà, donc la commission rend un avis consultatif. Voilà. Voilà, donc ça c'est la procédure standard. Après, il y a une autre procédure qui est dérogatoire. Je ne vais pas m'appesantir dessus parce que pour l'instant, on n'utilise pas. C'est uniquement si la commission ou l'établissement ne veut pas se saisir du dossier. Voilà.
c'est supplétif. Et il y a une procédure très détaillée qui est plutôt à l'usage en fait des personnels qui seraient des personnels RH ou juristes, pour la connaître vraiment en détail. Et donc au niveau des motifs pour lesquels peuvent être refusés, alors je suis désolé, je vais sur l'aspect négatif des choses, mais voilà, juste pour vous dire que les motifs de refus en fait ont été légiférés et c'est sur cette base-là que les avis de la commission de déontologie sont rendus et c'est sur cette base-là que les établissements, si jamais ils veulent refuser une autorisation, doit motiver son refus sur l'une de ces bases-là, de ces trois motivations: préjudiciable au fonctionnement du service public, atteinte à la dignité des fonctions, atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public. Voilà. Bon, après, les dossiers sont généralement bien montés. Les refus, c'est vraiment dans des cas exceptionnels où il y a vraiment un gros problème de conflit d'intérêts. Hein. Donc, si on monte bien les choses, ça se passe bien. Hein. Donc là, cet aspect négatif, il est rare. Hein. Voilà. Marianne, il y a une petite question un petit peu globale. Si ces dispositifs sont d'abord pensés pour les sciences dures, qu'en est-il pour les chercheurs du CNRS? Et donc Raphaël nous dit qu'il en a déjà eu un en tant qu'économiste, un concours scientifique, mais ça avait été trop compliqué. Il y a quand même eu un assouplissement, les savoir-faire, enfin, il faut quand même avoir des résultats, mais ça s'est quand même un peu assoupli. Oui, oui. Au niveau du concours scientifique, c'est vrai qu'il faut un contrat de valorisation. Hein. Donc, c'est vrai que si derrière, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez... je dis au niveau du concours scientifique. Pour être dirigeant, on a vu que ces travaux, ces valorisations de travaux de recherche et d'enseignement. Et donc, du coup, ça ouvre un peu. Hein. Et au niveau du concours scientifique, oui, comme tu le dis, Cyril, on peut. Là, moi, j'ai un dossier en SHS où on a réussi à caractériser un savoir-faire qu'on a déposé qui permet de faire un concours scientifique. Voilà. Mais c'est pas du tout. Excusez-moi. C'est pas limité aux sciences et technologies ni aux sciences médicales. C'est bien sûr, ça concerne également les SHS. Tu es assuré, Frédéric? Oui, je m'en rends compte. Je sais pas. Non, ça marche pas bien. Donc, en gros, tu disais ce que je disais, pas limité aux chercheurs des les SHS sont concernés. Voilà, les SHS sont bien concernés par le dispositif. Oui. Oui, après, il y a la condition du contrat de valorisation. Voilà. Effectivement. Donc, par ailleurs, je vous ai présenté par type de dispositif les pièces nécessaires au dossier. Bon, là, c'est assez technique. Je ne vais pas non plus m'attarder longtemps là-dessus parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'effectivement, il y a toute une documentation à monter. On est là pour vous accompagner. Mais donc, c'est vrai que ça nécessite un effort de la part du chercheur ou de l'enseignant-chercheur qui veut aller dans ces dispositifs. Parce qu'il y a une partie de formulaire à remplir, une note de valorisation à écrire, un CV à fournir. Il faut que les statuts de la société soient prêts. Il y a une convention de concours scientifique. Le contrat de valo, c'est la SAT qui va le rédiger. Voilà, donc il y a toutes ces pièces-là. On va vous fournir des éléments types. Alors, un CV, non, bien sûr, c'est vous qui allez le fournir. Mais on va vous fournir, vous accompagner. Mais à un moment donné, il y a un effort de formalisation qui va être nécessaire. Peut-être que sur cet élément, sur ces éléments-là, c'est peut-être le moment, Olivier Guillou, que vous puissiez peut-être nous dire un petit peu, nous faire part un peu de votre expérience au niveau du concours scientifique. On ne vous entend pas, Olivier, pour l'instant. Non. Bon. Ah, oui. Voilà. C'est bon, vous m'entendez?
Oui, on vous entend, Olivier. Ouais, le micro était coincé, ça doit être comme pour Frédéric. Bonjour. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Marianne, effectivement, là, sur cette slide, on a l'impression qu'il y a beaucoup de documents et on se dit ça va être l'enfer, ça va être quelque chose de très compliqué. C'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on est énormément aidé par les services de la SAT lorsqu'on dépose un dossier. Et en fait, une note de valorisation, oui, ok, c'est 2 pages, un CV, on va l'avoir, le formulaire, c'est aussi quelques questions vite remplies. C'est quelque chose de très, très light. Hein. Donc, l'intérêt, en fait, est très au-dessus de la petite contrainte administrative et du petit délai qu'il y a. Donc, juste pour, moi, dans mon expérience, en fait, hein, j'avais un concours scientifique dans le cadre d'une startup qu'on avait créée. Et bien sûr, je continuais à faire de la recherche par ailleurs. Et le jour où j'ai déposé un brevet, un autre brevet qui n'était pas, en fait, dans le concédé à la start-up, eh bien, il y a des actionnaires qui se sont dit que, en fait, j'en faisais de la concurrence, entre guillemets, déloyale. Quoi. Et là, c'est Cyril Chacon en particulier, hein. Mais c'est la SAT qui m'a aidé. C'est grâce au concours scientifique que ça a été quelque chose qui s'est résolu très facilement et qui a pu être expliqué très facilement aux actionnaires qui avaient mal compris, en fait, le système. Donc, en fait, on est quand même bien protégé, que ce soit par rapport à la start-up, et puis c'est clair par rapport à notre établissement. Donc, je pense que c'est un dispositif qu'il faut vraiment mettre en œuvre, d'autant que ça ne nous demande pas énormément d'efforts en chercheur. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand il y a un concours scientifique, on met en place une convention de concours scientifique qui va encadrer les relations entre l'entreprise et l'établissement, et qui, quand on est dans le cadre d'un dispositif de concours scientifique classique, on va prévoir en fait que ce que fait le chercheur, il n'est pas censé produire de la propriété intellectuelle, et donc l'entreprise, elle ne pourra pas s'arroger comme ça des résultats produits par le chercheur. Voilà. Et donc, d'où la nécessité de bien encadrer les choses. Mais je vais y venir. Ça nous protège, par exemple, du fait que dans les packs d'actionnaires, il y a classiquement une clause de non-concurrence. Et les actionnaires, là, dans mon cas, pensaient que je leur faisais concurrence, en fait, en continuant à faire ma propre recherche. Mais ça, c'était bien défini dans le concours scientifique, qui disait que ma recherche n'appartenait pas à la société. Et donc, c'est ça. Ouais. Alors, c'est un point très important que vous soulignez là. Le pacte d'actionnaires, vigilance, en fait, de la part des chercheurs qui deviennent associés, hein, parce que quand on fait un concours scientifique, on peut être associé. Vigilance, parce que les pactes d'associés parfois ont des clauses de non-concurrence très très larges qui vont au-delà de ce que vous êtes censé avoir le droit de signer dans le cadre de votre emploi public. Et donc, il faut avoir une vigilance sur ces clauses pour que vous puissiez continuer à faire vos recherches. Et nous, en fait, on n'est pas toujours en capacité d'intervenir sur ces pactes parce que parfois on arrive trop tard. Et donc, il faut être vigilant sur ces clauses-là. Voilà, vigilant sur les clauses de non-concurrence, les clauses de confidentialité, enfin voilà. Je me permets, effectivement, c'est une question extrêmement importante et qui est, comme l'a fait remarquer Olivier, qui est quand même un sujet éventuellement de litige. On va dire qu'au moment de la création, si je simplifie, hein, Olivier et même Frédéric, on est un peu tout feu, tout flamme, donc on aurait tendance en tant que chercheur, et c'est normal, c'est un peu votre bébé, vous voulez créer l'entreprise, à tout mettre dedans. Et puis après, la société va vivre sa vie, va se développer, va avoir des axes et tout ça. Et vous, en tant que chercheur, je parle pour le concours scientifique, hein, parce que quand la personne, elle est dans le premier dispositif, elle est plein temps dans l'entreprise, elle n'est plus dans le laboratoire. Par contre, dans le deuxième, vous êtes toujours chercheur dans le laboratoire. Là, il y a un moment où vous avez envie d'aller dans un axe thématique qui n'est peut-être pas celui de l'entreprise en termes de vision stratégique, mais une fois les résultats obtenus, ça peut les intéresser. Entre guillemets, ce n'est pas un puits sans fond où ils se servent de tous les travaux que vous faites. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec un concours scientifique, on cadre ça. C'est pour ça qu'il y a les contrats de transfert de technologie. C'est ça qu'on transfère à l'entreprise. Vous êtes là pour transférer cette technologie-là, ce savoir-faire, ce logiciel, ce brevet.
À l'inverse, vous avez le droit de continuer à faire des recherches, d'accord? Là où on vous encourage, parce qu'il y avait une question d'Alfredo, donc Alfredo, je pense qu'on a à peu près répondu à la question que Alfredo nous posait autour de la propriété intellectuelle. Dans le concours scientifique, vous êtes là en tant que consultant sur votre technologie. Vous n'êtes pas là pour faire la R&D de l'entreprise. S'il y a des besoins de R&D supplémentaires, ce que nous souhaitons faire, mettre en place avec les établissements et vos laboratoires, ce sont des contrats spécifiques, une convention CIFRE, un contrat de collaboration de recherche, où là, il y aura une nouvelle génération sur un autre sujet que ce qui est transféré. Parce que, voilà, il faut être clair, vous restez dans le laboratoire aussi. Je vais le compléter, ça, Cyril, parce qu'en fait, on a mis en place, nous, 2 dispositifs. Je vais y venir. Je ne vais pas m'appesantir sur toutes les pièces pour chaque type de dossier parce qu'elles sont très similaires et il y en a en moins selon les types de dossiers. Voilà. Mais je voulais revenir sur les modèles de concours scientifiques parce que là, justement, tu étais en train d'aborder cette question. Et comme je vois que le temps passe et que, en même temps, c'est un des points les plus importants à comprendre, je pense, si vous êtes intéressé par le concours scientifique. En fait, au niveau de la SAT et des établissements, on a créé 2 modèles de concours scientifiques. Je vous dis pourquoi on a créé, parce que les textes ne sont pas explicites sur cette question. Les textes prévoient qu'on peut faire un concours scientifique jusqu'à 50% de son temps, et ils prévoient qu'on peut être en mise à disposition, enfin qu'on doit être en mise à disposition si on n'arrive plus quelque part si notre temps de recherche, notre temps de travail est trop impacté par le concours scientifique. Donc, si le temps de recherche est trop impacté, il faut se mettre en mise à disposition. S'il n'est pas trop impacté, le texte n'explique pas vraiment en quoi on peut être. Nous, on en a déduit qu'on peut être dans ce cas-là, qu'il n'y a pas de mise à disposition nécessaire et qu'on peut être en consultance. Et donc, on a estimé qu'il pouvait y avoir 2 modèles qui sont modulables, bien sûr, mais c'est pour se donner des lignes de conduite et pour comprendre un peu dans quel schéma on peut être. Donc, il y aura un premier modèle qu'on a appelé modèle partenarial, où en fait, le chercheur apporterait son concours scientifique jusqu'à hauteur de 20% à peu près. Voilà, on considère que là, son cadre d'emploi n'est pas vraiment affecté et qu'il n'a pas besoin de rentrer sur une MAD. Et donc là, il est dans une consultance simple. Et le principe, c'est ce qu'évoquait Cyril, dans ce cadre-là, c'est qu'il n'y a pas de génération de propriété intellectuelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de générer un résultat qui serait appropriable, vous apportez juste du conseil. Et on écrit dans ce cas-là une convention de concours scientifique qui prévoit ce principe-là, et on dit que si jamais il y a de la propriété intellectuelle qui devait être créée, on mettrait en place, en plus, un contrat de collaboration ou un contrat cadre. D'accord? Et dans ce cadre-là, l'établissement n'est pas remboursé par l'entreprise de la quotité de salaire verbu entre guillemets, et le chercheur peut demander un complément de rémunération. Ça, c'est sur le premier dispositif qui est toujours celui le plus utilisé et qui provient des anciens textes. Voilà. Et en fait, les nouveaux textes ont permis d'aller plus loin sur le concours scientifique et d'aller sur de la mise à disposition. Voilà. Et dans le cadre de cette MAD, là, on s'est dit, si on est en mise à disposition, c'est qu'on va plus loin. Et c'est que là, possiblement, on va générer de la propriété intellectuelle et on va participer à la R&D de l'entreprise. Parce que maintenant, le concours scientifique, il s'est ouvert. Ça peut être on peut exercer toute fonction dans le cadre d'un concours scientifique, sauf être dirigeant. Donc, on peut participer à la R&D de l'entreprise. Et donc, notre convention de MAD, telle qu'on l'a écrite, le modèle qu'on a prévu pour l'instant, qui peut être à moduler selon nos dossiers, selon les exemples, selon la propriété intellectuelle qui est embarquée, eh bien, cette convention-là, notre principe, c'est de se dire que comme l'entreprise va rembourser la quotité de salaire, a priori, les résultats seraient plutôt, la propriété serait plutôt des résultats à l'entreprise, mais ça serait à moduler selon le contexte du dossier. Donc, si on arrive sur des dossiers comme ça,
là, il va y avoir un travail de réflexion qui va aller plus loin que sur un dossier simple de consultance. Et ça peut nécessiter une discussion entre la SAT, l'établissement, le chercheur, la start-up. Voilà. Sur le modèle de consultance, c'est plus simple, ça va moins loin. Et ce que je me dis, c'est qu'on peut, dans un premier temps, se dire, ah ben moi, au départ, je suis un peu frileux, je ne suis pas trop sûr de ce que je veux faire, je vais sur de la consultance. Et puis, si ça fonctionne bien, bah, peut-être aller sur une MAD, voilà, faire évoluer. Voilà. Et donc, là aussi, sur ce modèle-là aussi, le chercheur peut demander un complément de rémunération. Et pour l'instant, des modèles de concours scientifiques via des MAD, on n'en a pas fait tellement. Pourtant, moi, systématiquement, je présente les deux modèles, mais c'est vrai que souvent, le modèle à 20% convient bien pour l'instant. Voilà. Donc voilà, ça, c'était, je pense, c'est l'élément clé à bien comprendre aujourd'hui. Et ce que vous disiez, Cyril, effectivement, c'est que ce soit dans la consultance, là, on peut se dire que si on va plus loin que de la simple consultance, on va mettre en place un contrat de collaboration, hein, pour protéger la propriété intellectuelle générée. Hein. Et puis, si on est dans le cadre d'une MAD, si nous-mêmes on génère la propriété intellectuelle, ça sera encadré dans le cadre de la MAD. Mais si par contre, dans le cadre de notre MAD, on a de cesse de collaborer avec notre laboratoire et qu'au sein du laboratoire, il y a d'autres chercheurs qui renouillent dans cette affaire-là, eh bien, à ce moment-là, il faut mettre en place un accord cadre ou un contrat de collaboration, enfin, quelque chose qui permette d'encadrer le fait qu'il y a éventuellement des moyens du laboratoire utilisés et qu'il y a d'autres chercheurs qui sont embarqués dans l'affaire. Voilà. Donc voilà, là on a essayé de modéliser un peu tout ce qui est... Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il faut avoir une réflexion globale et il ne faut pas hésiter, en fait, dès lors que les choses évoluent, à nous solliciter pour qu'on réfléchisse à quel contrat supplémentaire est nécessaire, de façon à ce que les intérêts de votre établissement soient protégés, et les vôtres aussi, parce que si vous êtes inventeur et que c'est pas reconnu après, c'est embêtant. Voilà. Ok. Marianne, là, je prends une question, mais je vais peut-être y répondre. C'est à l'inverse, quid d'un chercheur en concours scientifique qui a une idée dont il fait part à l'entreprise et dont le développement engendre un brevet? C'est un petit peu ce que tu disais, Olivier. On peut en faire part, c'est normal, hein, mais on le propose à l'entreprise, mais en règle générale, le service Valo va protéger au nom des établissements et on le propose à la société pour lui refaire une licence, voire des fois on fait un projet de comaturation, évidemment, parce qu'on n'est pas là pour nuire à la société, mais ils n'ont pas accès, vous voyez, à la propriété intellectuelle qui est générée par le laboratoire comme ça, quoi. C'est pas gratuit et voilà. Donc ça c'est la première question. Il y a une autre question, je te la laisse, Marianne. Il y en a. Alors, est-ce qu'on peut faire un concours scientifique avec une entreprise étrangère? Je pense que c'est une bonne question. J'ai jamais eu le cas. J'ai pas l'impression que les textes disent quoi que ce soit là-dessus. Donc j'aurais l'impression que ce serait possible. Moi, je sais que si le cas se présente, je vérifierai quand même auprès du ministère de la Recherche que c'est possible. Mais j'ai pas l'impression que les textes limitent ce point-là. Il y a une deuxième question. C'est si on est sur un concours scientifique à 49-50%, quelles sont les conséquences pour le décompte des semestres en vue de la retraite? Et il y a la même question sur l'évolution de carrière des chercheurs. Je ne sais pas si Olivier peut répondre à celle-ci. Oui, je peux répondre. En fait, ça serait super que ça soit pris en compte. Dans ma section, en tout cas, ça ne l'est clairement pas. Et il y a dans beaucoup de sections, ça ne l'est pas. Malheureusement, tous les aspects Valo ne sont pas pris en compte par les CNI. Donc voilà. Et ça serait super, effectivement. Et sur les semestres, Marianne, est-ce que tu as une idée? En fait, moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau quand on est en MAD, on bénéficie des mêmes droits que si on était à 100%, en fait. Donc, normalement, a priori, pas de changement. Pour moi, il n'y a pas de changement. OK. Il y a une autre question. Je ne suis pas spécialiste RH. Hein. Mais bon, je m'y intéresse, là, je suis obligé de m'y intéresser un peu dans le cadre de quelques dossiers. Mais en général, sur ces questions-là, quand vous voulez vraiment du détail, il faut vous faire appuyer en plus de services RH. Mais au niveau de la MAD, effectivement, normalement, ça maintient, s'il n'y a pas de changement.
Ok. Il y a une autre question d'Emmanuel. Cela se permet-il une mobilité d'un poste d'enseignant-chercheur à l'université vers une start-up sans propriété intellectuelle à date? La réponse, Marianne, peut-être, moi je dirais c'est possible s'il y a bien un contrat de transfert avec la société et par exemple un collègue. C'est la seule possibilité que je vois à date. S'il n'y a pas de propriété intellectuelle, on ne peut pas faire. Du chercheur, non mais du chercheur. En gros, le chercheur, mais s'il y a zéro propriété intellectuelle et qu'il n'y a pas de transfert, s'il n'y a pas de contrat de valo, on ne peut pas. On est d'accord? Non, on ne peut pas. Mais si par contre le chercheur, il n'est pas inventeur ou auteur, mais qui a un autre et qui veut apporter son concours scientifique et qui a quand même un contrat de valo au sein de son labo, il peut apporter son concours scientifique, même s'il n'est pas inventeur ou auteur. Voilà. Donc, c'est ce que je veux dire. J'essayais de répondre à la question d'Emmanuel, c'est on peut faire un concours scientifique sans avoir soi-même fait de la propriété intellectuelle, parce qu'entre guillemets, il y a quand même un contrat, par exemple, d'un de vos collègues du labo avec une start-up. Par contre, sans rien du tout en pays, non, parce qu'on est quand même sur un dispositif de mobilité, mais pour valoriser. Il faut bien comprendre que on vous autorise à faire ça et à créer des startups, mais c'est pour valoriser les résultats de recherche. Donc voilà. Oui, si on est, parce que sinon après on rentre dans d'autres dispositifs qui sont des dispositifs de la fonction publique, qui ne sont pas les dispositifs du code de la recherche. Et où là, il y a des possibilités qui sont très encadrées également, hein, mais qui ne sont pas. Là, on est vraiment sur l'idée du transfert vers les startups, hein, l'idée sous-jacente qui est là. Alors, effectivement, après, c'est vrai que je pense que vous ne pourriez pas faire un concours scientifique. Il faut quand même qu'il y ait un lien entre votre concours scientifique et le contrat de valo. Il y a une question d'Alfredo qui demande est-ce qu'il y a un moyen de dépasser le 50% au moins ponctuellement du dispositif 2, par exemple avec l'ajout d'un autre dispositif? Je pense pas, non. J'avais une autre question au début. Il faut que je la retrouve. Oui, il y avait la question de Sylvie. Non, mais en fait, ça dépend la question. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ce que je vois à la question? Est-ce que c'est de faire 50% de... Ah oui, et d'être au total dans deux sociétés différentes? C'est ça l'idée. Alors, normalement, non. La limite, c'est bien 50%, me semble-t-il. Hein. Oui, c'est 50%. C'est-à-dire c'est 50%. Et si jamais vous décidez d'en faire deux, vous pouvez faire 2 fois 25%, mais pas 2 fois 50%. C'est ce que je pense aussi. J'ai tendance à penser ça. Dès lors que ça n'a pas été spécifié autrement, j'aurais tendance à penser ça. Après, on a questionné le ministère là-dessus, on n'a pas eu de réponse pour l'instant, mais j'aurais tendance à penser ça aussi. Il y avait une petite question rapide de Sylvie sur quels étaient les moyens entre la demande de mise à disposition du consultanat, donc du concours scientifique, et la décision. Ça dépend des établissements. Oui, c'est pas que ça en fait. Ce qu'il faut voir, pour moi, ce qui joue en fait dans cette affaire-là, c'est que le contrat de valorisation soit finalisé. Et en fait, ce qui met souvent du délai, c'est qu'on arrive à se mettre d'accord avec l'entreprise sur un contrat de valorisation. Parce que le dossier en lui-même, il ne met pas des années à être monté. Mais ce qui met du temps, c'est d'avoir un contrat de valorisation sur lequel on s'est mis d'accord avec l'entreprise et des statuts écrits. C'est ces deux éléments-là qui souvent prennent du temps et qui font qu'il y a un délai entre le moment où la première fois le chercheur nous en parle et le moment où effectivement c'est autorisé. Mais ça, c'est lié au fait qu'il y a un délai pour faire du transfert de technologie, pour bien le monter et avec tous les contrats qui vont bien autour. Voilà. Ok. Et il y avait une autre question, Sylvie, c'est est-ce qu'il y a une nécessité de se doter d'un statut juridique pour le modèle de consultance, donc le concours scientifique? Voilà. J'ai vu la question. Alors, d'après les informations que j'ai, mais qui seraient toujours à revérifier auprès du comptable de la société auprès duquel vous allez faire le concours scientifique, parce que toutes les sociétés ne peuvent pas faire la même chose d'après ce que j'ai comme information. Soit vous pouvez vous mettre en salarié de l'entreprise pour la quotité de consultance et donc bénéficier du régime des salaires, soit être en bénéfices non commerciaux en auto-entrepreneur.
Mais visiblement, toutes les sociétés ne vont pas accepter l'un ou l'autre. Donc, c'est à discuter avec le comptable de l'entreprise auprès de laquelle vous voulez faire votre concours scientifique. Et puis, il y a peut-être des options que j'ignore, mais c'est les deux que j'ai pu rencontrer. Voilà. Ok. Petite blague de Pascal sur les sociétés étrangères. Il nous pose la question sur la partie chinoise. Bon, c'est sûr qu'en termes de sécurité économique, il faudra être vigilant, notamment au niveau des sujets sur lesquels vous êtes. Les bonnes remarques à la limite de Pascal. Voilà. Par contre, Pascal, je ne comprends pas la question. Tu dis c'est un remboursement, donc l'employeur verse toujours 100%. Oui, c'est un remboursement. C'est bien. MAD, c'est un remboursement, Marianne. Oui, c'est un remboursement. C'est dans le cadre du détachement. Et là, sur le concours scientifique, il n'y a pas de détachement. C'est dans le cadre du dispositif dirigeant où on peut être soit en MAD, soit en détachement. Et c'est dans le dispositif de détachement où c'est l'entreprise qui rémunère le chercheur. Parce que le détachement, c'est forcément à 100%. C'est l'essence même du détachement. Et donc, du coup, le chercheur devient salarié de l'entreprise. Voilà. Si c'est un dirigeant salarié. Voilà, bien sûr. Et alors, une autre question, il y a Orlan qui demande pourquoi sous 20% du temps, on a choisi que la consultance plutôt que la MAD. On pourrait dire pour simplicité à la fois administrative, que ça soit moins lourd, moins impactant pour les établissements, sinon ça devient compliqué, quoi. Oui, c'est exactement. C'est pourquoi on a choisi ça, c'est pour avoir un dispositif rapide et simple à mettre en place, et parce que c'était un dispositif qu'on avait déjà, qu'on connaissait déjà, et qui fonctionnait bien. Donc on s'est dit, on va quand même garder ce qui fonctionnait bien, et on va innover sur le nouveau dispositif qui est plus lourd. Voilà. Donc, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que ça a fonctionné comme ça pendant 20 ans, à peu près, depuis 1999. Ça fonctionnait plutôt bien. C'est un dispositif qui était assez léger, même pour les entreprises. Il faut bien comprendre que la MAD, notamment sur la génération de propriété intellectuelle, va être beaucoup plus compliquée. Olivier, tu citais l'exemple. Si jamais on a des chercheurs qui sont en MAD d'un côté, ça veut dire qu'ils ont le droit de faire de la propriété intellectuelle parce qu'on rembourse leur salaire. Je ne cache pas que sur les mêmes sujets, vous voyez, un sujet qui aura été fait par le même chercheur, d'un côté dans le labo ou dans la start-up, il va appartenir soit à 100% éventuellement à l'entreprise, à la start-up, soit en fonction. Et vous voyez, la seule variation, c'est est-ce qu'il est en MAD ou pas et en fonction de ce qui s'est passé. On risque d'avoir beaucoup de situations un peu conflictuelles et c'est pour ça que c'est possible, mais ce n'est pas la situation la plus facile. Voilà, pour être très clair avec vous, les établissements et tout ça, on en est bien conscient. Mais voilà, c'est pour ça que le concours scientifique en consultance, à moins de 20%, se passe en règle générale très bien. La MAD, on verra. Je ne sais pas s'il reste beaucoup de questions. Là, on a bientôt. On arrive bientôt. Je crois que j'ai traité toutes les questions. Sinon, si jamais j'en ai oublié une, n'hésitez pas. Il y a Alfredo qui demande pourriez-vous donner des précisions sur la définition de dirigeant dans le dispositif 1 ? Oui. Ça m'amuse parce que j'ai fait un autre séminaire interne et on m'a posé la même question. Donc, pour moi, le dirigeant, ça va être un président, un directeur général, donc quelqu'un qui a un pouvoir de décision pour l'entreprise, pas juste via une délégation de pouvoir, mais qui est dirigeant de par les statuts de l'entreprise, d'accord ? Et pas par une simple délégation, voilà, de pouvoir. Je pense que ça répond à votre question. Donc, président, directeur général, président, directeur général, voilà. Est-ce qu'il vous resterait une question? Parce qu'on essaye de finir à l'heure, même si on a mis 5 minutes. Ah, j'en vois une autre de Sébastien. Une entreprise qui sollicite un chercheur en concours scientifique peut-elle mobiliser le CIR? Donc, Crédit Impôt Recherche, qui soutient la fiscalité et donc l'investissement des entreprises au niveau de leur budget de R&D. En consultance, je ne pense pas, parce qu'on est en consultance, donc ce n'est pas de la R&D. Voilà.
Mais peut-être que dans le cas d'une MAD, c'est peut-être possible à avoir. Je suis pas spécialiste du CIR, donc je me prononcerai pas, mais ça serait Oui. exploré du côté d'un cadre de MAD, mais en consultant, je pense pas du coup. Olivier, est-ce que tu as l'info? Est-ce que dans ton cas, il déduisait en CIR? Eh bien, nous, on avait un accompagnement qui était très faible et je dois avouer que je ne me suis jamais occupé de savoir s'il avait Ok. un CIR dessus. Je modulerai juste un petit peu au niveau de Marianne. Je pense que ça peut être possible si jamais c'est intégré à un programme de développement. Si vous êtes dans l'industrialisation, ça sera sûr que non. Si par contre, parce que je sais qu'il y a des prestations qui sont éligibles, comme certaines, donc celle-ci, il faudrait vraiment qu'on creuse la question Oui, de oui. Sébastien. Non, mais tu as complètement raison, Cyril, effectivement. C'est que si on est sur le produit, c'est pas possible. Il faut quand même être assez amont pour être sur du CIR. Hein. Ouais, C'est ça mais que au début, je veux dire. Ouais. on prendra peut-être la question. Ce serait peut-être la dernière question pour essayer de respecter le délai, parce qu'on sait que vous avez tous d'autres réunions. Je vous propose qu'on clôture. Donc, je remercie Frédéric, je remercie Olivier et Marianne. J'espère que ça vous a intéressé. Et bien évidemment, on est à vos dispositions. On va vous envoyer le, le PowerPoint. Et puis, évidemment, au niveau de la SAT, on est à votre disposition si vous avez d'autres questions, même si vous êtes dans d'autres établissements, et on renverra vers nos collègues, que ce soit INSERM, CNRS ou autres. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, on est à vos dispositions et vous aurez nos coordonnées. Je crois que tu les mettras dessus, Marianne, peut-être, au niveau des intervenants, peut-être. Oui, d'accord. Je crois qu'il y a des coordonnées oui, en fin de présentation. Ouais. Comme on n'a pas été jusqu'au bout, voilà. Et vous verrez la présentation les plus complètes, mais c'est volontaire, hein, c'est pour que vous ayez plus d'éléments. Voilà. Voilà. Donc merci Frédéric, Olivier, Marianne, et bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.